Oh non, t'abuses là. Mais qu'est-ce que t'as encore foutu? Oui, bah désolé, j'étais bourré, j'ai un petit peu perdu les pédales. Ah, t'as perdu les pédales, hein. Eh ben super, hein. C'est quoi ce truc-là, hein? Ça? Ah bah ça, je sais pas, je l'ai trouvé dans le frigo là-bas derrière. Et tu me l'as injecté? Bah ouais. Ça va pas dans ta tête? T'es au courant que t'aurais pu me tuer, là? Ah bah ouais. Non. Bon bah, et maintenant? Bah maintenant quoi? Comment ça, maintenant quoi? Et tu vas faire quoi? En fait, ça me donne une idée de quel film parler. Mais pas pour toi, pour moi! Bah quoi, toi? Mais je te déteste d'une force. Quand on regarde chez les écrivains horrifiques les plus influents du XXe siècle, deux noms reviendront fréquemment, Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Mais pour l'instant, on va surtout s'intéresser au deuxième. Lovecraft, né le 20 août 1890, se révèle vite être un petit surdoué puisqu'il récitera ses premiers poèmes par cœur à 3 ans et écrira ses premiers à 6. Après la mort de ses parents, il sera élevé par son grand-père Philip Whipple qui l'encouragera à lire et lui procurera même des classiques comme Les Mille et Une Nuits, Age of Fable de Thomas Bulfinch et des versions pour enfants de l'Iliade et l'Odyssée. Ce même grand-père intriguera d'ailleurs beaucoup le jeune Lovecraft en lui racontant ses propres histoires gothiques. Il se concentrera d'abord sur la poésie entre 1908 et 1913, puisque poussé par les membres de son club de correspondance, il reviendra à la fiction en 1917 où il écrira Dagon et La Tombe, et ne cessera plus d'écrire jusqu'à la sortie de son dernier roman Dans l'abîme du temps en 1935, puisqu'il décédera dans la douleur d'un cancer de l'intestin en 1937. Lovecraft ancrera même quelques mythes dans l'imaginaire collectif, comme Cthulhu ou le Necronomicon. Deux mythes extrêmement repris dans des domaines comme le cinéma, la musique, la bande dessinée ou le jeu vidéo. Et c'est en 1922 qu'il écrira la nouvelle qui va nous intéresser aujourd'hui, Herbert West, le réanimateur, qui sera adapté au cinéma en 1985 dans un film sobrement intitulé Reanimator. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, si t'as besoin de quelqu'un pour parler de VFX, faudra pas compter sur moi, d'accord? Hey, Scheisel! Mais tu parles encore de cinéma, toi? Ah, hein, justement, hein, moi je suis passé de à vertu à à drama de sang. Mais vas-y, pour toi, je veux bien faire un effort. Reanimator est un film américain sorti en 1985 et réalisé par Stuart Gordon, dont ce sera le premier film. Stuart Gordon a commencé sa carrière artistique comme metteur en scène de théâtre. En 1968, il a dirigé une adaptation psychédélique de Peter Pan en satire politique, mais se fera arrêter pour des accusations d'obscénité. Et ben ça commence là. Et Gordon se fera gentiment dégager de l'université dans laquelle il a joué et dans laquelle il étudiait. Lui et sa femme Caroline décident donc de former l'Organic Theatre Company en 1969 et de déplacer la troupe à Chicago. Après 10 ans de succès au théâtre et une comédie hospitalière qui deviendra la série ER diffusée en 1984, à ne pas confondre avec la série ER de 1994 avec George Clooney, puisque celle-ci ne sera jamais diffusée en France. Il rejoindra Brian Usna et l'Empire Pictures de Charles Band pour créer le premier grand succès de la société, Reanimator en 1985. Mais comment tout ça s'est donc fait, me demanderiez-vous? Eh ben, je vais vous le dire, jeunes impatients. Tout a commencé en 1984 lorsque Brian Usna fut pris d'une énorme envie de réaliser un film d'horreur. Il passa donc une petite annonce pour chercher un réalisateur. Ça, sans même avoir de scénario. Bienvenue à Hollywood! Une annonce bien détaillée puisqu'elle disait « Cherche réalisateur ». Je vous l'accorde, c'est un petit peu léger. Annonce à qui a répondu un certain David Greenberg, qui à ce moment n'avait encore rien réalisé. Et à qui Usna répondit « Ok, c'est bon, je te prends ». À ce moment-là, Usna travaillait sur un film qui devait s'appeler Beatifica Somnambula, un film d'anthologie dont le premier sketch parlait d'un prisonnier qui s'échappe d'une prison en se réincarnant en patate. Et ben ça vole haut. J'aurais adoré voir ce film! Cette même année, Greenberg suggéra à Usna d'aller jusqu'à Détroit pour y rencontrer un certain Stuart Gordon. Ni une ni deux, Usna s'exécute et saute dans un avion. Il rejoindra Gordon à son théâtre et le courant passera tout de suite entre les deux compères par le biais de leur amour commun pour les films d'horreur. Après avoir vu deux pièces et ayant adoré sa façon de mettre en scène, Usna proposa direct à Gordon de produire un film d'horreur qu'il pourrait réaliser. Alors en vrai, ça s'est quasiment passé comme ça. J'adore les films d'horreur. Mais moi aussi j'adore les films d'horreur. Mais faisons un film alors. Tout était presque parfait, mais deux problèmes firent leur apparition. Le premier étant qu'à ce même moment, Gordon travaillait déjà sur ce qui devait être son premier film, dont l'histoire tournait autour d'un chien qui devient jaloux suite à l'arrivée d'un bébé dans une famille, et cherchera donc à le tuer. Pas ouf ouf. Ou alors bouf bouf.
Deuxième problème fut que depuis 1983, Gordon avait dans ses petits papiers le scénario écrit d'une série de 13 épisodes basés sur des nouvelles de Lovecraft. Mais que Yuzna, qui était un grand fan de Lovecraft, voulait faire un film et non une série. Les deux hommes avaient donc une décision à prendre. Pour Yuzna, le choix était clair, il voulait faire du Lovecraft avec Gordon. De son côté, Gordon avait le choix entre Lovecraft et zombies ou Cujo qui fait la nounou. Choix compliqué. Une fois d'accord, Yuzna investira les deux hommes d'une mission, passer plusieurs soirées chez lui à se mater des films d'horreur sortis entre 1980 et 1985. Avec un seul mot d'ordre, faire mieux et éviter les erreurs. C'était donc parti pour un marathon où les deux films visionnèrent jusqu'à 3 films par nuit, des films comme Driller Killer ou Rosemary's Baby, accompagnés de longues heures de discussion. Une fois les deux hommes prêts, il était temps de commencer la réécriture du scénario, puisque rappelez-vous, Gordon n'avait pas écrit un film, mais une série. Donc il fallait transformer 13 épisodes de 30 minutes en un film d'1h30. Pour ce faire, il fit appel à Denis Paoli, qui collabora surtout avec Gordon sur des films comme From Bayonne, Ghoulies 2 ou Le Dentiste, et à William Norris, dont la carrière de scénariste commencera et finira avec Reanimator. Oui, parce que la vie est une... Entre-temps, Bob Greenberg passe un petit coup de fil à Gordon pour lui dire qu'il lui cède sa place de réalisateur. Ah bah oui, c'est vrai qu'à la base, c'est lui qui avait été embauché par Yuzna pour réaliser le film. Il est gentil ce Bob. C'est vrai qu'il est gentil ce Bob. Oh, mais j'avais complètement oublié que t'étais là, toi. Eh ben c'est super sympa, hein. Si je te dérange, tu me dis, hein. Ok. Comment ça, ok? Je suis en trop, c'est ça? J'ai pas dit ça. Bah t'as dit quoi alors? Ok. Mais tu te fous de moi? Mais non, j'ai juste dit ok. Qu'est-ce que t'es devenu susceptible depuis que tu parles plus de cinéma, toi? Mais monsieur, comment je te déteste? La première version du scénario étant pour une vidéo de 30 minutes, Gordon a dû rajouter des éléments d'autres histoires de Lovecraft pour étoffer son histoire. Ce qui ravit Yuzna qui lui dira « Vas-y, nickel, on met tout ». Par contre, quand Gordon lui dit qu'il veut tourner en 16 mm et en noir et blanc pour accentuer le gothique, Yuzna s'est juste dit « Moi, je vais mettre du pognon là-dedans ». Donc l'idée fut vite abandonnée. Une fois cette question réglée, c'est le lieu de tournage qui posa problème puisque Gordon voulait tourner dans son théâtre, mais que ses associés n'étaient pas du tout chauds. Donc Gordon accepta la proposition de départ de Yuzna, qui était de tourner le film à Los Angeles. Et il déménagera rapidement, ce qui arrangeait bien Yuzna puisqu'il y vivait déjà. Petit malin, va. Maintenant que le scénario est terminé et qu'ils sont tombés d'accord sur le lieu de tournage, il était temps de trouver les acteurs. Le casting débutera au The Actors Church sur Hollywood Boulevard. Dans le rôle du docteur Herbert West fut retenu le tout jeune Jeffrey Combs, dont Gordon sera immédiatement convaincu, après juste quelques lignes de lecture de texte, qu'il était parfait pour le rôle, et en plus il colle parfaitement au personnage imaginé dans le scénario, puisque le personnage est décrit comme une sorte de grand blond à rien. Hollywood. Pour incarner le personnage de Megan Halsey, Barbara Crampton n'était pas le premier choix. Une autre actrice dont Yuzna et Gordon ont complètement oublié le nom avait été retenue pour le rôle. Mais 2 jours après avoir appris la nouvelle, elle rappela Gordon pour lui dire qu'elle ne pourrait pas jouer dans le film parce que sa mère n'était pas d'accord. Alors celle-là, elle s'invente pas. Pour incarner Dan Kane fut choisi Bruce Abbott. Petit fun fact, à la première projection du film en salle, sa compagne avec qui il vivait depuis des années s'est levée, l'a regardé, lui a dit « Mais comment t'as pu faire ça ?» Et elle est sortie de la salle et il l'a plus jamais revue. Bah pas très fun le fact en fait. Pour le choix du Dr Hill, qui devait à la base être un prêtre vaudou, David Gale fut choisi pour son côté gothique et rappelant les films de la Hammer. Le premier corps réanimé n'est autre que Peter Kent, la doublure corps de Schwarzenegger, qu'il invita d'ailleurs chez Empire à venir voir le film. Il viendra avec 2 amis du même gabarit que lui, ils entrèrent tous les 3 dans le petit ascenseur de l'immeuble et entrèrent avec eux une toute petite secrétaire. Et Schwarzy se tournera vers elle et lui dira « Allez, tous à poil. » C'est un marrant ce Schwarzy. En ce qui concerne la partie FX du film, je vais céder la place à mon ami Chazelle qui vous en parlera bien mieux que moi. Chazelle ? T'es là ? Plaît-il? Tu pourrais leur parler des FX, s'il te plaît? Mais pourquoi faire? Ah bah d'accord. Plaît-il? Exactement. Par contre, t'es bien mignon, mais y a nada sur la partie VFX de cette prod. Nada, enfin on s'est compris, on va devoir broder. Alors déjà, le making-of, y a rien. Mais genre, y a strictement nada. Je comprends pas trop le projet, tu sais. On est sur un film d'horreur des années 80, donc en théorie, niveau VFX, t'as des trucs à dire. Que t'aies du budget, ou pas d'ailleurs, hein. Mais là, y a genre nada, y a même pas de budget. Enfin si, y a 1 million. Donc on va devoir improviser. Inutile de préciser que, au vu de l'époque à laquelle a été produit le film, et au vu de son budget, bah, vous pouvez directement oublier la case CGI, et tous les VFX du film seront des effets pratiques. Et mine de rien, s'il y a un truc à souligner, bah c'est que ces derniers ont plutôt bien vieilli. Et la raison à ça, elle est toute conne, c'est bien dosé et c'est bien pensé. Un mec doit se faire couper la tête avec une pelle, bah go hors champ pour le massacre et hop, on a juste besoin d'un plan final avec une pelle immobile déjà en place, là comme ça là. On a besoin d'une tête coupée sur un plateau, bah le plateau sera constamment posé sur une table afin de pouvoir dissimuler le reste du corps de l'acteur dessous. Et alors, si je peux terminer sur 2 bails, le saviez-vous, l'intestin étrangleur un peu trop vivace est en réalité composé
de la même matière qu'on utilise pour fabriquer la doublure interne des maillots de bain. Parce que moi non, pour tout vous avouer. Et enfin, l'effet spécial qui aura demandé le plus de taf n'est autre que le fameux Docteur Sans Tête. Pour la faire super simple, on est sur un bail qui va te demander une technique par scène, allant d'effets mécaniques à la résolution de problèmes de proportion du corps, en passant par des mannequins de substitution. Et ben voilà, j'ai fini. Il est donc temps d'attaquer le tournage, et va falloir faire vite puisqu'il devait boucler tout ça en 18 jours. Oui, c'est très court. Mais bon, quand Yuzna avait dit aux dirigeants d'Empire qu'il voulait produire un film d'horreur, on lui avait gentiment répondu « Mais on fait pas d'argent avec des films d'horreur !» Oui, encore des visionnaires. Le tournage se fit entre Thanksgiving et Noël, et devait d'ailleurs se terminer le 24 décembre, ce qui poussera l'équipe à devoir tourner 48 heures d'affilée les 2 derniers jours pour réussir à boucler tout ça. Le tournage étant terminé, il était temps de passer au montage. Et cette première version du film ne fera pas moins de 2h30. Sans avoir tourné le prologue. Motivés les mecs. C'est le monteur Lee Percy qui réduira le film à ses 86 minutes finales. Il aura coupé au montage certaines parties d'histoire, comme la grande puissance que le Dr Hill devait avoir au départ. Tout comme les yeux verts phospho que devaient avoir les zombies ont aussi été retirés. D'ailleurs, en parlant de zombies, il devait y en avoir beaucoup plus dans la scène finale, mais la réunion avec les financeurs ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Alors pour la scène finale, il faudrait 35 zombies. Ça vous irait? Non. Bon bah 2 alors. Alors ça, c'est juste un couple. Bah combien il vous en faut au minimum? Au-delà de 5, on voit plus vraiment le chiffre. Bon bah vous en aurez 6. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc voilà pourquoi il n'y a que 6 zombies dans la scène finale du film. Et ça y est, la version finale du film est finie et prête à sortir en salle. Réanimator débute sur le docteur Herbert West, étudiant en médecine à l'université de Zurich, qui tente de ramener son professeur, le docteur Hans Gruber, à la vie mais sans succès. West se rend ensuite à l'université Miskatonic à Arkham dans le Massachusetts. Batman. Pardon. Il y suit les cours du professeur Carl Hill sur la physionomie et le fonctionnement du cerveau. Très vite, les deux hommes s'opposent car West prétend pouvoir vaincre la mort. Herbert s'installe en colocation avec un autre étudiant, Dan Kane, qui fréquente en secret Megan Halsey, la ravissante fille du doyen de l'université. Dans la cave de l'immeuble transformé en laboratoire, West met au point une étrange mixture qui, selon lui, permettrait de réanimer les morts. Rufus, le chat de Dan, est ainsi ramené à la vie. Malgré l'avis du doyen, Dan se laisse embarquer dans les expériences de Herbert, qui vont leur attirer les pires problèmes. À sa sortie, le film rapportera 2 23 000 $ pour un budget initial de 900 000 $. Ceux qui ont fait un petit succès, mais pas ouf. Il reçut par contre un très bon accueil critique puisqu'il recueillera 95% d'avis positifs et un article extrêmement favorable de la célèbre critique ciné Pauline Kael, reconnue pour son extrême sévérité. Le film reçut aussi plusieurs prix, dont celui de la critique à Cannes. Ce qui est marrant, c'est que quand son collègue appela Yuzna pour le prévenir qu'ils avaient gagné ce prix, il lui répondit « Oh super !» C'est quoi Cannes ? Réanimator est aujourd'hui un grand classique de l'horreur qui, aidé par la prestation de Jeffrey Combs, propulsera le Dr Herbert West au panthéon des personnages cultes horrifiques dans la même catégorie qu'un Freddy, Michael ou autre Jason. Brian Yuzna passera à la réal 4 ans plus tard, en 1990, pour Reanimator 2, puis réalisera le 3e volet en 2003. La saga Reanimator est donc un incontournable pour tous les fans du genre horrifique. Ce film sera aussi le début d'une grande amitié entre Brian Yuzna et Stuart Gordon, qui continueront à collaborer les décennies suivantes. Ce qui montre aussi que faire des vidéos avec les copains, c'est quand même super cool. Ah bah ouais, c'est super cool. Ah bah tant que t'es là, j'en profite aussi pour te remercier pour ce petit coup de main que tu m'as donné sur cet épisode. Oh bah de rien, tu sais, si t'as besoin. Oui, je sais, je peux compter sur toi. Oula non, pas du tout. Moi j'allais te dire, appelle quelqu'un d'autre. Genre n'importe qui sur Terre 1, sauf moi. Moi aussi je t'aime. Bah oui, c'est ça, moi aussi je m'aime. Pour le prochain film, on va parler visionnaire et télé-réalité. Abonnez-vous, pouce bleu, mettez-moi votre avis sur le film dans les commentaires, et on se revoit bientôt. Ciao!